schema.org est arrivé en juin 2011, on a commencé à en entendre parler, c'est le web sémantique, tout le monde en a entendu parler. HTML5 arrivé aussi en force. C'est aujourd'hui, je pense, quelque chose que vous n'avez plus le droit de négliger, comme les guidelines de Google. Vous devez faire du code propre, vous devez faire du code sémantique, vous devez faire du code avec des microdata. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que voilà, il y a une grosse évolution et on sent bien que ça bouge énormément. Le web sémantique, toutes ces nouvelles notions dont vous entendez parler, des fois qui ne sont pas forcément très lisibles pour vous. On part toujours du même endroit, c'est qu'on part des moteurs de recherche. Les moteurs de recherche, finalement, ils ont un point commun. C'est un seul champ input. Avant, on avait plus d'input, mais maintenant, on n'a qu'un seul champ input. Ce qui veut dire que vous cherchez une robe jaune, bon, vous trouvez une jaune. Vous voulez chercher un peu plus loin, vous avez qu'un seul input pour pouvoir mettre votre requête. Ça veut dire que cet input-là, il est vraiment analysé, comme vient de vous l'expliquer Philippe. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est un effet boom qui arrive depuis l'annonce de schema.org, mais tous les sites web n'y sont pas encore passés, et c'est peut-être aussi le bon moment à vous de partir dans cette direction-là, qui de toute façon est une direction du futur. On va commencer par introduire les concepts. Les pages web que les robots lisent, vous les comprenez parce que vous comprenez un peu les nuances qu'il peut y avoir dans le texte. Les moteurs de recherche, ils ont du mal, hein, Philippe vous l'a expliqué, ça marche à partir de graphes. Ils essayent de comprendre les entités nommées et puis des fois ils se prennent les pieds dans le tapis. En gros, ils ont eu besoin qu'on les aide un peu. Donc ils se sont rassemblés tous ensemble, Bing, Yahoo, Google, pour monter Schema. Et Schema, maintenant, c'est viable et c'est accessible à tous, c'est structuré, hiérarchisé, et on va voir la structure et la hiérarchie de Schema dans un instant. En gros, le principe de base, c'est assez simple. Entité nommée, on en a parlé, les things, les objets, on verra. Des scopes, ce sont des scopes, des types et des propriétés. Un scope définit une entité, un type définit le type d'entité qu'on est en train de traiter, et les propriétés, c'est les propriétés intrinsèques d'une entité. En gros, si on regarde là en bas, vous voyez que vous pouvez y avoir un intérêt, c'est de modifier la SERP de Google en réussissant à faire afficher des données en plus sur votre réponse. Vous gagnez 15 pixels. Si vous mettez une liste d'événements, vous gagnez 35 pixels. Vous avez 35 pixels de plus que les autres réponses sur la SERP. Ça peut paraître anodin. Quand vous voyez des petites étoiles apparaître, on sait que le click-through rate, le taux de clic sur un article avec des étoiles commentées, ratées, est plus important que sur une liste, sur une réponse normale. Petit truc. Normalement, les microdata, on peut avoir des breadcrumbs là, à la place de l'URL. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une petite attaque, il y a eu une faille dans leur système chez Google. Et aujourd'hui, les breadcrumbs sont affichés en gris. Alors si vous aviez des breadcrumbs avant, c'est pas mal. Moi, ce que je vous conseille, c'est de retrouver un petit impact visuel avec du vert. C'est-à-dire qu'enlevez votre breadcrumb le temps qu'ils remettent les breadcrumbs de couleur. C'était le petit truc. En gros, le code, il est lisible. Alors bon, c'est sûr, il faut savoir digérer du code, mais c'est assez simple à comprendre, hein. On a des scopes. Donc le premier scope, c'est un événement. Il a le type événement. Il a des propriétés qui s'appliquent directement sur les balises. En fait, c'est juste un ajout sur votre code source. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas obligé de refondre votre site internet ou de refondre votre interface. Non, vous êtes obligé. Enfin, vous devez aller écrire du code source par-dessus le code source que vous avez déjà produit. Votre site web il marche, vous n'avez pas forcément envie de repartir dans tout un process de reconstruction de votre site web. Rajoutez ça, il y a des choses super. Là en gros, moi ce qui est important, c'est qu'une propriété peut aussi être un scope. C'est-à-dire que la propriété d'un événement, la propriété location d'un événement, c'est aussi un scope de type place. C'est-à-dire que je suis à un endroit et cet endroit est une entité avec des propriétés propres à elle. Faites attention. Il y a un truc qui est pas mal, c'est ça, les méta. En fait, souvent on a plus de données que ce qu'on nous a prévu dans les maquettes. Enfin, moi je sais que j'intègre des maquettes depuis 10 ans. Des fois je reçois des données et je me dis c'est dommage qu'elles soient pas sur la maquette. Maintenant on a un moyen de donner
ces informations au crawler, mais pas forcément les afficher sur la page, sur le design, parce que votre graphiste il n'a pas envie de voir marqué géolatitude, enfin latitude, géolocalisation, il s'en fiche, il n'a pas envie de voir ça, votre graphiste. Donc là, une chose importante, les URL à respecter en absolu. Ça c'est un petit truc qu'il faut pas oublier, c'est que si vous ne mettez pas vos URL en absolu, en fait Google il va croire que c'est une URL à lui. Donc si vous lui mettez pas le exemple.com, bah, quand vous allez cliquer sur le petit lien qu'on a vu juste avant, là le SEO comme Denis, bah, en fait si vous n'avez pas mis votre URL en absolu, il partira sur google.com/URL absolu. J'en vois 2 qui me font des signes, voilà, on a testé ça aussi. En gros, concrètement, comment ça marche? On définit des choses. Un événement, c'est une chose. Voilà, tout part des choses, des objets. Donc on peut aller faire un tour, je voulais vous montrer ça pour vous expliquer. Donc vous avez là, ici, la page de schema.org, comme elle est organisée. D'accord? Vous avez des liens qui pointent vers toutes les pages qui sont définies, comme Creative Work, comme personne. Personne est aussi un type. Et puis là, on est dans un type événement, event, mais on se rend compte un peu plus loin dans la page que il y a plusieurs types d'événements. C'est pas idiot d'essayer de qualifier vos événements ou qualifier vos objets et d'aller voir dans schema.org s'il n'y a pas un type vraiment dédié à cet objet-là. Voilà. Si vous avez un événement comme aujourd'hui qui est business, il doit y avoir un business event. Voilà, il y en a un. Allez voir ce qu'il y a en plus dans le business event que dans le event tout seul. Vous allez peut-être voir qu'il y a des intervenants, qu'il y a des liens vers les présentations, ces choses-là. Donc là, je vous l'ouvre la page pour vous la montrer parce que, comme je disais, hein, il faut bien comprendre que c'est un peu... j'ai pas de souris. Quand on met le nez la première fois dans ces pages-là, on se dit waouh, dans quoi je suis tombé. Ouais, mais quand on regarde bien, on se dit aussi waouh, qu'est-ce qu'ils ont fabriqué. Il y en a beaucoup, hein, des choses. Et donc, voilà, donc là nous sommes sur un objet qui est un event. On a des propriétés, d'accord, qui peuvent être aussi des scopes. Voilà, donc la propriété attendee, celui qu'on va recevoir, c'est une personne ou une organisation. Et puis après, il y a les propriétés héritées de l'objet pair, le thing. Et puis après, vous avez voilà, les specific tips. Ils se retrouvent ici. Si vous posez la question, mais comment on fait ouais, d'accord, ok, bon, là, le problème, c'est que moi, je voudrais bien faire un copier-coller, quoi. Ou alors mon dev, bon, il n'est pas tout à fait formé. Voilà, comment on fait, quoi. Ils vous ont tout mis. Voilà, en microdata, en RDFA, en JSON-LD. On verra les 3 types de code et à quoi ils servent. Ils sont partout. C'est écrit, c'est super bien commenté. Voilà, ça, c'est une mine d'or. Ok. Voilà, je voulais qu'on passe sur ce site web là. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en gros, ils ont défini 2 grandes hiérarchies dans Schema. Il y a les things et ce qui est décrit intrinsèquement, donc les types de données qu'on va attaquer. Une URL est un type de données. Un chiffre, un texte, un time, ça ce sont des types. Et après, là je vous ai mis les things de premier niveau. On a des actions, et on va en parler après, parce que les actions c'est juste magique et personne ne les utilise. Ou très peu de monde les utilise. Et vous allez voir que niveau marketing, c'est vraiment très intéressant. Les creative work, c'est tout ce qu'on développe, tout ce qu'on fabrique, les présentations, les slides, les pages web, tout ça c'est des creative work. Les images, c'est des creative work. Ça hérite en tout cas de toutes les propriétés de creative work. Des événements, des intangibles, ce sont des choses qui ne changent pas, qui restent dans le temps. On a des medical entities. Aujourd'hui, on voit apparaître beaucoup de choses dans le médical, de e-pharmacie ou ces choses-là. Il y a des entités qui sont dédiées au médical. On anticipe un peu, c'est là-dedans qu'il va falloir aller, quoi. Voilà. Et je voulais juste voir si vous étiez capable de pouvoir tous me les afficher, et moi je vais vous les montrer tous. Donc on a les things, les actions de premier niveau, et dans les actions on voit que on a des choose, on a des reviews, on a des disagree, on a des endorse, on a des reviews, des actions de consommation, des actions de contrôle, des actions de création, de recherche, d'interaction. Imaginez bien ce que vous pouvez faire avec des actions. Hein. Imaginez ce que vous pouvez faire dans vos emails. Vous envoyez un email et il est enrichi sémantiquement avec des actions. Vous êtes inscrit sur GitHub, vous avez déjà vu des pull requests,
qui passe. Regardez ça. Regardez à quel point aujourd'hui dans Gmail, le microdata et les microformats sont utilisés pour directement vous faire des actions depuis votre boîte mail sans même avoir ouvert votre mail. Et j'en passe et des meilleurs. Il y en a vraiment des centaines. Je vous dis pas de tous les connaître par cœur, mais